Bonjour à tous, c'est Vaco. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie de notre review consacrée aux unités de base de l'armée orc et goblin. Donc au programme de cette vidéo, du gobelin de la nuit, de la cavalerie légère, des fanatiques et beaucoup de haine des nains. Where there's a whip, there's a way. Where there's a whip. Et maintenant, vous l'attendiez, nous y voilà. Vous nous avez écouté pendant longtemps, parce que c'est l'unité dont vous vouliez entendre parler, les gobelins de la nuit. C'est une autre ambiance. Ça va être... Il y a des petites capuches, c'est sympa. On n'est plus impétueux, hein, voilà, et on a la haine des nains. Donc, Gobelins de la nuit, c'est mouvement 4, CC2, CT3, force 3, endu 3, init 3, par contre, cette fois-ci. Comme historiquement, là où c'est pas trop logique, c'est que du coup, le gobelin sur loup se balade avec init 3, donc ça, bon, voilà, bref. Un PV, une attaque et un commandement 4, donc historiquement, il y a toujours eu un moins bon com chez les gobelins de la nuit, un de com en moins. Toujours pour 3 points. Arme de base et bouclier. L'unité entière peut prendre lance d'infanterie pour plus 1 point, mais ils n'ont pas accès à l'armure légère. Il n'y a que les boss qui vont y avoir accès. Ça va être du 10 minimum, infanterie régulière. Et vous pouvez aussi remplacer les boucliers par des arcs courts pour 1 point figurine. Donc vous vous retrouvez avec des gobelins qui sont littéralement avec 0 save, mais par contre qui tirent à l'arc court. Et qui ont beaucoup de PV pour pas beaucoup de points. C'est ça, ça fait 4 points pièce. Donc c'est encore autre chose au niveau du gameplay. On va y venir. C'est encore une fois, ça va se jouer beaucoup avec l'unité cachette. Hein. Ça va vraiment miser là-dessus. Donc 7 points pour le chef qui va monter à coma 5. Donc vous pourrez monter à coma 8 du coup. C'est quand même pas mal aussi hein, pour un pavé indépendant, pour au moins 15 figurines. Un coma 8 c'est pas dégueu. Porte-étendard à 5 points, musicien 5 points, et là vous avez une petite nouveauté qui fait aussi qu'ils peuvent servir d'unité enclume, c'est le rétiaire. Le rétiaire c'est 20 points par unité, donc c'est générique à toute l'unité. Sur un 1, vous prenez votre propre rétiaire, sur un 2+, c'est l'unité adverse qui se prend le rétiaire. Donc on va reciter la règle, quand le combat de cette unité choisit à l'étape 1-1, n'importe quelle sous-phase de choisir et livrer les combats, elle peut tenter de capturer l'unité ennemie, une unité ennemie, avec qui elle est engagée, jeter un D6. Sur un 1, l'unité s'est entravée elle-même, sur 2+, l'unité ennemie est entravée. Jusqu'à la fin de la phase de combat, une unité entravée subit un modificateur de -1 à sa caractéristique de force, jusqu'à un minimum de 1. Notez que ce modificateur n'est pas cumulable, vous ne pouvez pas vous battre contre plusieurs unités de gobelins de la nuit, vous descendez à force 1. Je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Règle classique et historique. Voilà, exactement. Alors, là, il y a eu une modification par rapport au livre de règles qu'il y avait de base, c'est que 10 gobelins de la nuit avaient le droit d'avoir 3 fanatiques. Bon, ils ont dit non quand il y a des abrutis qui se sont mis à faire des pavés de 10 gobelins avec 3 fanatiques à chaque fois. Il y avait des listes en 1000 points avec 24 fanatiques. Non, on fait pas ça. Ce qui était clairement, encore une fois, ça de l'abus de règles, parce que Oui. historiquement, les gens ont joué un petit peu, mais historiquement, c'était ça. C'est ça. Et vraiment, 24 fanatiques, c'est en fait, je lâche mes fanatiques, je vais fumer une clope, on se revoit dans 2 tours. Et puis, ça dépendra des jets de dispersion, quoi. Donc là, vraiment, non, là, ils ont vraiment rectifié ça. Refais-nous peut-être un petit focus sur le fanatique, justement, pour justifier pourquoi 24 c'était ridicule. Alors, c'est qu'en fait, maintenant, c'est un fanatique par tranche de 10 gobelins. Vous voulez 3 fanatiques, c'est 30 gobelins. Et je dis bien 30 gobelins de la nuit, et on compte pas les persos. C'est vraiment l'unité, l'effectif de départ. Donc, si vous voulez au moins 3 fanatiques, ça sera 30 gobelins de la nuit, plus un perso. Je rectifie, hein, je précise. Donc le fanatique, alors là par contre c'est une vraie saloperie, hein. Il a été up, c'est devenu un truc de fou. Donc il a force 5, endu 3, 1 PV, init 5, commandement à 10, il coûte 25 points pièce. Donc il a immunisé psycho et la règle, lâcher les fanatiques. Les fanatiques ne sont pas placés sur le champ de bataille au début de la partie, à la place, notez quelles unités de gobelins de la nuit incluent des fanatiques et combien elles en incluent. Ces unités sont appelées aussi unités cachettes, donc comme les igouillards. Hein. Petit tips. Quand vous voulez pas avoir le moindre contentieux avec votre adversaire, n'hésitez pas à peindre les bannières de vos unités de gobelins de la nuit de couleurs différentes. Exemple rouge, bleu, etc. Et sur votre liste, vous pouvez vraiment notifier bannière rouge, unité bleue, unité violette, etc. C'est tout bête,
mais croyez-moi, ça va vous épargner beaucoup de petits problèmes. Oui, c'est ça. Ça va éviter tout quiproquo et puis mauvaise interprétation. Quiproquo, putain, tu utilises des mots savants et tout. Ah ouais? Quiproquo, 3 Pourtant, syllabes. je suis con comme une huître. Hein, Ah ouais, mais 3 syllabes, quoi. Là, je suis surpris, là. Eh ben, t'as vu, je fais des progrès. J'essaie d'être un homme meilleur. Donc... Alors, contrairement aux zigouillards, là, c'est vraiment ignoble. C'est que vous pouvez lâcher un ou plusieurs de vos fanatiques à n'importe quelle sous-phase de début de tour. C'est-à-dire à votre tour et à celui de l'adversaire. Encore une fois, la nuance est importante. Quand un fanatique est lâché, il bondit dans les airs, gna 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 gna. Voilà, pour représenter cela, placez la figurine de sorte que son socle soit à 3 pas de son unité cachette sans qu'il touche le socle d'aucune autre figurine. On peut pas le placer et directement le faire parcourir. J'ai voulu, mais ça marche pas. Non, c'est pas gentil, faut pas faire ça. Donc, par contre, c'est à 3 pas. Donc, vous pouvez vous débrouiller parce qu'en fait, vous pouvez le lâcher surtout de n'importe quel bord. Donc, vous avez des redirecteurs derrière, vous avez une charge potentielle qui va vous arriver de l'arrière, vous pouvez balancer depuis l'arrière, il n'y a aucun problème. Un cannibale ogre qui viendrait stocker votre pavé de gobelin de la nuit dans lequel il y a votre niveau 4. C'est ça, voilà. Donc là, on fait, hop, non, j'ai pas envie, tu balances 2 fanatiques pour t'assurer de zigouiller le cannibale. Parce que là, encore une fois, on va venir au mouvement des fanatiques qui va vous permettre d'être vraiment très fiable la première fois que vous les lâchez. Pendant la sous-phase de mouvement obligatoire du tour où il a été lâché, c'est-à-dire après les charges, un fanatique se déplace de 2d6 dans une direction choisie par son joueur en contrôle. Donc vous allez pouvoir choisir l'angle que va prendre votre fanatique la première fois qu'il va se déplacer. Qui vous garantit quasiment à 100% de taper votre cible. C'est ça. Vous allez faire un mouvement de 2d6. Faites attention, on va y venir après, c'est que si vous faites un double, votre fanatique se suicide, il s'étrangle avec son boulet. Et à chacune des autres sous-phases de mouvement obligatoire, un fanatique se déplace de 2d6 dans une direction aléatoire. Donc là, ça sera avec le dé de dispersion. Nouveauté depuis la fac, quand il se déplace d'un mouvement aléatoire, si vous faites un hit, maintenant votre fanatique fait du surplace. Donc ça peut être perturbant quand on applique cette règle. Moi-même, j'ai eu un peu de mal au début, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Mais bon, non, du coup, ça a été faqué, hein, c'est vraiment précisé. Si le mouvement d'un fanatique l'amène en contact avec une unité amie ou ennemie, il traverse cette unité, continue à le déplacer dans la même direction jusqu'à ce qu'il puisse être placé sur le champ de bataille, de sorte que son socle ne touche aucune autre figurine. Notez que contrairement à d'autres figurines, les fanatiques ignorent la règle des 1 pas. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez plus pouvoir faire comme il y avait en V8 ou 9e âge, où le mec jouait un peu paquet, vous balanciez un fanatique et il se retrouvait à traverser l'armée adverse. Traverser un fanatique, donc là c'est quand votre adversaire traverse le fanatique. À l'époque, quand on allait le traverser volontairement, on prenait un D6 de plus mais on le détruisait. Ça c'est fini maintenant. Bien que ce soit dangereux, n'importe quelle unité peut tenter de traverser un fanatique. Si une unité finit son mouvement sur un fanatique, déplacer le fanatique par le chemin le plus court possible jusqu'à ce qu'il puisse être placé sur le champ de bataille, de sorte que son socle ne touche aucune autre figurine, encore une fois. Et ça, c'est le point qui est vraiment important. C'est-à-dire que vous pouvez plus mettre votre barrette ogre, vos cavaliers redirecteurs, votre grand aigle et le faire atterrir dessus pour dégager la voie. Ouais. Ça, c'est un changement qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est-à-dire que le fanatique, il y a un monde où ils vont rester là toute la game, et toute la game, ils vont arracher des choses, tout le temps. Ouais, le fanatique a vraiment été sacrément EP, il est beaucoup plus fort qu'avant. Toute unité amie ou ennemie qui est traversée par un fanatique en mouvement ou qui traverse un fanatique, et là c'est la précision, subit D6 touches de force 5, chacune avec une PA de 3. La PA Old World étant très violente, vraiment le fanatique, vous pouvez en sortir, hein, effectivement, hein, ça fait partie du jeu, ça fait partie des unités, mais évitez vraiment le spam parce que c'est vraiment super fort. Encore une fois, on ne joue pas contre un adversaire, on joue avec un adversaire. Il y a ce que les règles vous autorisent à faire, et il y a ce qu'on va dire une certaine décence, une certaine envie du beau jeu vous incite. Tu joues Elfe Noir, hein. La décence. Je joue ogre, j'équilibre. Non, tu joues Elfe Noir. Je fais plus 20, moins 20, j'arrive à 0, tu vois, c'est un bonus malus. Ça ne fonctionne pas, ça, monsieur. Une figurine de fanatique ne peut être chargée, ciblée ou attaquée de quelque façon que ce soit. Et ça, c'est l'enfer. Et ça, c'est dégueulasse.
Vous pouvez plus tirer dessus. Avant, il y avait un -1 pour le toucher. Là, maintenant, vous ne pouvez plus le charger ou le cibler ou attaquer de quelque façon que ce soit. Le seul moyen de tuer un fanatique, ça va être des déviations de gabarit, des vortex, des trucs comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'il a quand même une caractéristique d'endurance et de point de vie. Attention, vous pourriez vous dire, réaction spontanée, c'est beaucoup trop fort, c'est ingérable, c'est tout ça, tout ça. N'oubliez pas que le fanatique, une fois que vous avez lavé les unités qui sont en face de vous, il vous empêche aussi d'avancer. Et les joueurs orques et gobelins, avant, pouvaient aussi sacrifier un pack de loups ou justement des snotlings dont on parlait tout à l'heure qui sont très peu chers, pour tuer leur propre fanatique et ensuite pouvoir aller de l'avant et agresser l'ennemi. Mais n'oubliez pas que potentiellement vos 4 ou 5 fanatiques, derrière, ils verrouillent votre propre ligne de bataille. C'est ça. C'est pour ça qu'on y reviendra, mais l'unité de Gobelins de la Nuit, le gameplay que je lui réserve est complètement différent de l'unité de Gobelins classique, justement parce que Zigouillard est différent de Fanatique, en fait. Le Gobelin, qu'il soit de la nuit ou commun, du moins en unité d'infanterie, il va beaucoup jouer sur ses unités cachettes. C'est vraiment ça qui va déterminer son style de jeu. Alors, juste en parenthèse, tu vois, pour moi, non. Pour moi, c'est le rétière qui détermine tout. Parce que le rétière, tu envoies tes gobelins contre une unité qui a force 3, ils vont être blessés sur du 5. Et moi, je trouve qu'ils sont un tanking fou. Et autant le fanatique, il y a le côté un peu obvious, mais pour moi, la force du gobelin de la nuit, c'est le rétière. Moi, c'est ce qui me fait peur, en fait, en tant qu'adversaire. Oui, tu vas baisser de 1 la force. Après, le gobelin commun, au final, il va avoir armure légère, bouclier. Il va avoir les zigouillards qui vont faire qu'il va pas pouvoir être vraiment tapé. Ça peut fonctionner, effectivement, comme ça. Mais là, vraiment, pour moi, ce qui détermine le gobelin de la nuit, c'est surtout le fanatique. C'est vraiment surtout ça. Mais après, oui, effectivement, ton point de vue... Justement, le truc, c'est, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fanatique, il y a un côté obvious. On sait que les fanatiques, on va les prendre dans la gueule, on sait où ils sont. Le rétière, c'est qu'il y a un monde où tu peux vite dévisser. Avec une unité qui a une bonne létalité, mais qui, avec le -1 en force, tu vas avoir un mauvais GD, et là, potentiellement, ça peut vraiment te bloquer. Il va être un peu plus polyvalent. Après, le gobelin de la nuit aura pas accès à l'armure légère, le gobelin commun y aura accès. Oui, mais t'as pas besoin d'armure si t'es pas blessé. Ah, t'as pas besoin d'armure si t'es pas blessé, effectivement, on est d'accord. Et tu vois, en termes d'usage, je rebondis juste, je te laisse finir sur les fanatiques, justement, moi, il y a... Des fois, j'ai discuté avec des joueurs orques et gob, et les mecs me disaient, ouais, les pavés de 30, gobelin de la nuit, rétière, machin, patati patata, t'en parles, mais il se fait démonter parce que le mec met toutes les boules de feu dedans, ou les coups de catapulte, etc. À mon sens, oui, effectivement, quand t'as un seul pack comme ça, tout ce qui va être, on va dire, à grosse saturation va partir dedans. Pourquoi ? Parce qu'en du 3, pas de PV. Et effectivement, la boule de feu dans les orques noirs avec leur save à 3, ça sert à rien. La boule de feu dans même l'orque avec son nom du 4, ça save à 5, tu vas pas faire grand chose. Donc naturellement, votre adversaire il va saturer le gobelin de la nuit. Moi, les gobelins de la nuit, si je devais en jouer, je partirais, alors je dis comme ça, mais peut-être sur 3 fois 25, rétière. Parce qu'il y a ce côté où en fait, et après je comboterai avec autre chose naturellement, mais c'est un peu en ossature de liste, parce qu'en fait il y a ce côté où ok, tu peux peut-être m'en arracher une, tu peux peut-être me faire 20 PV avec tes katas, ton canoor, ton machin, ton truc, mais tout le reste va continuer à traverser, et tout ce que je vais attraper, je vais le manger, je vais le grignoter, ou je vais le verrouiller. Puis ils coûtent très peu cher, ils vont combattre sur plusieurs rangs, ils ont la bande de guerre, ils sont peut-être plus contrôlables parce que pas d'impétueux, effectivement. Il y a pas mal de sorts, surtout dans la WAG, qui permettent de baisser, par exemple, je pense au lever de la mauvaise lune, qui permet de baisser la CC. Il y a l'urticaire ultime qui permet de baisser la force. Il y a l'éclat de soleil maléfique qui permet de relancer les 1 et d'augmenter de 1 la PA. Donc du coup, des mecs qui combattent sur plusieurs rangs, ça devient très vite une purge. Ça, on est d'accord. Après, c'est vrai qu'ils peuvent aussi se jouer comme ça. Le gobelin de la nuit est peut-être un peu plus polyvalent que le gobelin commun. Après, le gobelin commun va avoir accès aux tirailleurs, le gobelin de la nuit n'y aura pas accès. Donc c'est une différence. Après, le truc, c'est que pour moi, le tirailleur, tu vas le jouer avec 10 figurines, naturellement. Moi, le gobelin de la nuit, alors or, encore une fois, ce que il y je a un joue... côté horde, Ah oui, moi je les joue pas, c'est 25 ou 30. D'ailleurs, ce qui m'amène à une petite parenthèse, c'est ça qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé, j'y pense maintenant, c'est que finalement, le plus gros défaut de ces unités-là, les 25 orques, les 20 orques, les 30 gobelins, c'est l'empreinte au sol. Et ce qu'on peut oublier, c'est oui, mais on n'en a pas vraiment parlé, tu vois. Et peut-être que la vraie faiblesse de ces unités-là, c'est qu'elles prennent une place phénoménale sur la table. Bah surtout que maintenant on est en socle de 25. Exact, mais c'est pour ça. Et que dès que tu veux charger, c'est une roue qui quand même consomme beaucoup plus. Donc, mais c'est pour ça qu'avec cette unité-là, moi je chargerais pas forcément. Je pense que je ferais plutôt des marches forcées pour mettre à un pouce de ligne de l'adversaire. Moi je les utilise principalement avec arc court.
arc court, fanatique, et je m'en sers un peu de plateforme et de chaussons à chaman. Au fond de combien? J'en fais par 19 voire 20. D'accord. 20 quand j'ai envie de sortir 2 fanatiques par unité. Ok. Et sinon 19 et je fais un chausson à chaman. Là c'est la liste que je joue au tournoi en full gob de la nuit. C'était 2 pavés de 20 gobs avec arc, 2 fanatiques, rétière. Comme ça t'arrivais dedans, ça te permettait de t'encastrer un peu et de pas faire trop mal. Donc je les utilisais paradoxalement en tank. L'arc me permettait de tirer quand même avec un quick shot assez agréable. Grimper sur une colline me donnait du coup 2 rangs de tir et tir de volée pour les rangs d'après. Donc arrondi au supérieur, ça te fait 10 tirs, plus 3, 16. 16 tirs, si tu balances un éclat de soleil maléfique, c'est 16 tirs, relance des 1, PA1. Et tu combines avec un urticaire ultime, c'est ce que j'avais fait à Calydon avec son prophète sorcier sur Taurus, bah tu le descends en endurance 3 ou 4. Ou un chroniqueur avec scène endurance 1. Oui, c'est ça aussi, ouais. Après, il va dire que c'est à cause des fanatiques qui sont morts, mais moi, j'ai vu quand même quelques cadavres avec des flèches entre les 2 yeux. Hein. Mais voilà, c'est ça, typiquement. Le gobelin de la nuit aussi peut jouer comme ça. Il est quand même assez polyvalent. J'ai tendance à le jouer plus agressif. J'ai vraiment moins tendance à le jouer en enclume à pève, comme je pourrais jouer un peu des snotlings et tout ça. Mais effectivement, oui, il reste quand même suffisamment polyvalent pour faire quelque chose. La mort du fanatique, ça va être donc si vous obtenez un double naturel pour son mouvement, ou s'il se déplace sur n'importe quel type de terrain difficile, donc dangereux ou infranchissable, ou n'importe quel type d'obstacle linéaire. Donc vous rentrez en contact avec ne serait-ce qu'une barrière, vous dépopez. Donc voilà, le gobelin de la nuit, en plus, il peut avoir des très bons combos avec ses chamans. D'ailleurs, de toute façon, il faut jouer en fait une unité de gobelin de la nuit, un chaman ou un chef pour faire ça. Et vous allez pouvoir le dégainer avec un urticaire ultime, force 5 PA3, vous balancez 2 fanatiques, vous avez très vite fait en fait de faire des sales surprises. Typiquement le boss sur dragon de la mort qui tue avec une save à 2+, vous le faites passer à save à 5+, vous le blessez sur du 2+, c'est 2d6 touches flat, ça fait mal. Et ils ont la haine des nains aussi, ça c'est assez agréable. Et donc qui peuplent les mêmes cavernes que nos gobelins de la nuit, arrive une autre unité qui se débloque avec le choix d'un personnage gobelin de la nuit comme on vous l'a présenté dans la dernière vidéo. Arrivent les squigs, mais pas n'importe lesquels. Les troupeaux de squigs. Alors les troupeaux de squigs, c'est très drôle. Moi j'aime bien en jouer. J'en suis un peu revenu parce que c'est l'Immu Psycho qui me gênait un peu, mais ils sont très très bons. Donc c'est de la bande hétéroclite, donc vous allez répartir, ça va être plusieurs figurines dans une unité, plusieurs figurines différentes avec des stats différentes, etc. etc. Donc le berger gobelin de la nuit, alors ce qui est très intéressant, c'est que du coup il va avoir les stats d'un gobelin de la nuit normal, mais par contre il va avoir un com à 6 de base, alors que le chef lui se balade avec un com à 5 chez les gobelins de la nuit normaux. Donc bon, ça j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, c'est là, hein. Le squig des cavernes, lui, c'est mouvement 4, CC4, donc vous allez pouvoir avoir de la CC4 en base, ça fait plaisir. Force 5, ça c'est une dinguerie. Oui. Endurance 3, 1 PV, init 4, 2 attaques et un com à 3. Donc vous êtes quand même obligé d'avoir des bergers derrière, quoi. Hein. Mais de toute façon, c'est dans les règles, vous êtes obligé d'avoir des bergers avec. Je veux dire, juste pour cette unité-là, qui est pour moi qui est presque un must-pick, ça justifie le gobelin de la nuit porteur de la grande bannière, tu vois. Oui. Pour l'avoir. Ou le magicien. Mais j'avoue, ça, c'est vraiment une unité. Moi, je me verrais pas construire une liste orc et gobelin sans ça. Bah, orc et gobelin sans le troupeau de gobelins de la nuit, c'est si on joue vraiment avec que du commun ou 0 gobelin de la nuit. C'est pas obligatoire. Mais par contre, effectivement, dans une liste à thème ou dans une liste où on sort au moins un pavé de gobelins de la nuit, oui, le troupeau de squig, ça fait partie du package. Donc du coup les bergers gobelins de la nuit, donc eux ils ont instruments variés, donc ça compte comme un de base, ils tapent avec des poêles à frire, des bignoux, voilà, c'est... On va pas se mentir, c'est pas vraiment pour eux qu'on prend l'unité. C'est ça. Et les squigs des cavernes qui ont la règle immense gueule, donc enfin l'arme immense gueule. Donc c'est force utilisateur, donc force 5, PA1, arme perforante 1, donc sur un 6 vous êtes PA2. Donc c'est quand même assez douloureux. Donc c'est précisé en dessous, donc ils ont la haine des nains, l'immu psycho, vous ne pouvez pas fuir des charges, vous êtes impétueux, solitaire, donc vous pourrez être rejoint que par des personnages ayant la règle solitaire, bande hétéroclite, ordre dispersé ou tirailleur. Moi je préfère les jouer en ordre dispersé, mais après, encore une fois, c'est au choix de chacun.
C'est pas la même utilité. Squeak sauvage, ça, on y reviendra, c'est quand vous êtes démoralisé et que vous explosez, c'est la règle historique. Et bande de guerre, la relance des charges et le bonus au commandement en fonction du nombre de rangs. Donc il y a une petite astérisque qui est marquée derrière la bande hétéroclite. En rédigeant votre liste de mobilisation, un troupeau de squeak gobelins de la nuit doit contenir au moins un berger par tranche de 5 squeaks des cavernes. Les squeaks des cavernes occupent toujours le ou les rangs avant de l'unité, écartant au besoin les gobelins de la nuit, par exemple quand l'unité fait une réorientation. Ce qui est intéressant, c'est que tous les bergers, pour 1 point figurine, peuvent prendre une lance d'infanterie. L'intérêt, c'est que si le berger se fait charger de face, avec le squeak à l'avant, il va monter lui aussi à init 4. Il va pouvoir taper sur un deuxième rang. Donc au final, les bergers à mettre en nombre derrière les squigs, ça peut être très intéressant. Parce que le squig est quand même à 10 points pièce, le berger gobelin de la nuit avec la lance monte à 3 points. Donc c'est quand même pas dégueu. Si vous mettez pas mal de bergers, vous allez avoir une unité qui va se balader avec un com à 8, voire 9, assez rapidement, qui va pouvoir taper sur 2 rangs, à init 4 quand elle se fait charger de face. Les squigs devant vont avoir une CC de 4, donc quand la personne va attaquer, à moins d'avoir des touches d'impact, elle va devoir toucher sur de la CC4, ce qui est beaucoup plus dur que de toucher sur de la CC2, et il va prendre autant de riposte. Donc c'est quand même pas déconnant. L'unité complète à la haine des nains, les squigs aussi ont la haine des nains, donc ça c'est pas dégueu du tout. Personnellement, moi ce que j'ai fait, alors est-ce que c'est de l'optimisation? Peut-être. Mais c'est marqué que l'on doit contenir au moins un berger par tranche de 5 squigs, mais c'est marqué au moins. Et moi, ce que je faisais justement dans ma liste de tournois, c'est que j'avais mis 10 gobelins de la nuit, 5 squigs. Ça me coûtait que dalle, ça me permettait d'augmenter mon nombre de rangs et d'être un peu plus fiable, parce que bon, il y a quand même l'aspect où il faut avoir un com qui soit assez correct si on s'éloigne de sa bande de guerre, enfin si on s'éloigne de sa bulle de commandement. Et vous allez pouvoir quand même taper aussi avec du coup 5 squeaks qui vont balancer 10 attaques, 15 attaques avec le gobelin derrière. Alors bien sûr, ça sera force 3 et les 10 attaques à force 5, mais ça fait quand même de la saturation, ça devient très vite très intéressant. Attention par contre, si le troupeau est démoralisé et fuit le combat, les squeaks des cavernes deviennent sauvages. Si le troupeau de squeaks compte au moins 5 squeaks des cavernes, chaque unité amie ou ennemie à 2d6 de lui subit D3 touches de force 5 PA1 par tranche de 5 squeaks des cavernes supplémentaires, appliqué un modificateur de +1 au D3. Une fois ces touches résolues, traitez l'unité comme étant normalement détruite en combat et retirez-la du jeu. Donc c'est si vous êtes démoralisé et que vous avez fui le combat. Si vous faites un Srebo, il n'y a aucun problème. C'est bien précisé le « et ». Donc ça peut être quand même pas mal. Les deux gameplays vont être intéressants. Le tirailleur, il pourrait poser problème sur le fait qu'il soit impétueux et que du coup, tout ce qui va passer à portée 2, à portée 10, ils vont être quasiment obligés de le charger sur du 1, 2, 3. Et par contre, si vous êtes en ordre dispersé, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en fait, vous avancez de 4, vous avez vos bonus de rang pour votre bande de guerre, vous êtes calé pour recevoir des charges de phase, vous savez à peu près comment ça va se passer. Vous allez pouvoir faire de la redirection d'angle, donc vraiment donner un angle à une unité qui vous charge. Et c'est surtout qu'après avoir fait votre mouvement de 4, vous allez avoir un pivot gratos de 90 degrés. Donc vous allez pouvoir vous orienter de manière à aller, encore une fois, digérer l'armée adverse dans un rôle défensif. Donc vous allez pouvoir faire un peu de tout, c'est intéressant. Et la bande de guerre avec un mouvement 4 vous permet de faire une charge à 10 avec des relances. Ça peut être pas mal. Vous allez avoir 4D, il faudra sortir un 6 sur 4D. Pour la dernière entrée des unités communes, des unités de base des orques et gobelins, on va faire un petit peu un pot pourri parce qu'on va traiter les chevaucheurs d'araignées et les chevaucheurs de loups. Et puis on a faim, donc il va falloir qu'on vous laisse bientôt. Non, pourquoi est-ce qu'on va faire? Parce que même s'il y a des petites spécificités dont le Carlin va vous parler, des petites différences, des petites règles optionnelles qui peuvent leur donner, on va dire, un rôle secondaire différent sur le champ de bataille, leur rôle primaire est quand même exactement le même. On va aborder donc les bandes de gobelins sur araignées et les bandes de gobelins sur loups. Il va y avoir des spécificités en fonction. Et pas les chevaucheurs de loups.
Sur Gobelins. Les oui. chevaucheurs de gobelins, CF Gossé. Les chevaucheurs de Gobelins peuvent être très intéressants. Après, va pas falloir qu'ils vaillent cher. Hein, mais, donc, on va passer donc d'abord sur la bande de Gobelins sur Araignée. Donc, elle est un peu plus chère que sa comparse. Elle a 12 points au lieu de 10 points. Les stats sont les mêmes. C'est la monture qui va changer. L'araignée, elle va se balader avec un mouvement de 7, une CC de 3, une force de 3, une init de 4. À côté, c'est mouvement 9, CC 3, force 3, init 3, une attaque. Voilà, là pour l'instant, c'est la première des différences. Les deux se jouent en 5 par 5, enfin en 5+, pardon. Les deux sont en arme de base bouclier. La bande de gobelins sur araignée, par contre, elle va être empoisonnée. La bande de gobelins sur loup n'aura pas cette règle. Donc pour la bande de gobelins sur araignée, les options vont être payantes. La lance de cavalerie va être à 1 point pièce, l'arc court va être à 1 point pièce, l'armure légère 1 point pièce. Chez les loups par contre c'est pareil, c'est 1 point pièce là-dessus. 7 points pour avoir le champion, 5 points pour l'étendard, 5 points pour le musicien. Exactement pareil chez les loups. Donc ça va être un coma 500 et un coma 6 avec le chef. Une unité par tranche de 1000 points peut acheter une bannière magique pour une valeur maximale de 50 points. Exactement pareil chez les loups. Vous allez avoir des règles par contre qui vont pouvoir se prendre chez les loups en plus. On y reviendra plus tard. Donc cavalerie rapide, ce qui vous permet de faire une marche forcée puis un pivot de 90 lorsque vous êtes en ordre dispersé. Peur des elfes pour les deux. Impétueux pour les deux. Spécificité de l'araignée, le mouvement à couvert. Donc merci d'ailleurs à ceux qui nous ont précisé pour l'araignée géante. L'araignée géante, du coup, a bien son mouvement à couvert, elle aussi. Ordre dispersé, ça c'est pareil pour les loups. Spécificité des gobelins sur araignée, attaque empoisonnée. Vu que c'est pas précisé si c'est la monture ou le chevaucheur, les deux l'ont. Donc ça c'est intéressant. Bande de guerre pour les deux. Donc encore une fois, vous pouvez vous amuser à monter vos bonus de rang ou même à relancer vos charges si vous voulez arriver de flanc avec des petites lances, des petits trucs comme ça, augmenter le résultat de combat, tuer des trucs, bref, que sais-je. Chez les gobelins sur loup, eux, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, la lance de cavalerie et l'arc court va être gratuit. Ça va être vraiment des options que vous allez pouvoir mettre de base, et ils ont le bouclier aussi qui est compté dans le coup en points, et c'est seulement 10 points pièce. Ça, c'est très intéressant. Les armures légères, 1 point pièce. La figurine du chef, donc du coup, comme on vous a dit tout à l'heure, 755, idem. Le gobelin sur loup, lui par contre, pour une unité par tranche de 1000 points, va pouvoir se payer la règle fuite feinte pour 2 points figurine. Fuite feinte, c'est qu'en fait, lorsque vous allez faire une fuite redirection pour une charge, donc vous allez fuir volontairement pour laisser la personne en face s'avancer au maximum, vous allez vous relier automatiquement. Ça, c'est quand même relativement agréable. Mouvement de réserve, c'est ce qui va vous permettre, une fois que la phase de tir est terminée, de refaire un mouvement gratos. Ça peut être intéressant à jouer, on y reviendra. Ensuite, le loup de base a la règle spéciale tir et fuite, donc si vous le chargez, il peut vous tirer dessus puis fuir. Par contre, il ne fuira que d'un des 6, donc ça c'est quand même assez risqué. Le rapide peut vous permettre quand même d'ajouter un des 6, donc ça peut être intéressant. Du reste, au niveau des règles, il a l'escorteur de char aussi, ça qui est très intéressant. C'est l'escorteur de char qui est propre au loup, pas à l'araignée, je précise. C'est que s'il est en tirailleur, vous le mettez devant n'importe quel char, chariot à pompe, chariot à sanglier, char à loup. Les chars à loup et autres chars peuvent les traverser lorsqu'ils déclarent une charge. Ça peut vraiment faire des sales blagues aussi. C'est une règle qui est très importante. Il n'y a pas beaucoup d'armées non plus qui l'ont. De ce que j'en vois pour l'instant, il y a les rois des tombes qui l'ont avec les cavaliers squelettes. Je ne crois pas que les cavaliers maraudeurs l'aient. Après, il me semble que ce sont les seuls. Donc c'est vraiment une règle très intéressante et c'est surtout le coût de 10 points qui est assez dérisoire. Personnellement, moi je sors pas sans mes 3 unités de 5 loups. C'est vraiment la base. J'aime bien rediriger et c'est surtout en fait le fait de mettre une pression au tour 1. On avance 18 pas. Le petit pivot gratos de 90, on vient avec son laser regarder les unités qui peuvent charger et on fait un tracé centre-à-centre et on voit à peu près où atterrissent nos loups en cas de fuite. Vu que ce sont des gobelins, ils vont pas faire paniquer les orques, donc là encore une fois, ils peuvent très bien comboter par exemple avec soit des snotlings pour obliger l'adversaire à aller dans les snotlings ou le pavé d'orques avec lance costaud
qui là, du coup, va être là pour anticiper sa charge et la recevoir. Alors costaud, pas nécessairement, parce que du coup, le costaud, il va donner encore autre chose. Mais le pavé d'orque lancier, par exemple, qui va monter du coup à init 4 quand il se fera charger de face. Donc ça va être un petit peu pour aller obliger l'adversaire à charger. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle va être avec des archers pour être profondément insupportable, anti-railleur et mouvement de réserve. J'avance, je te tire dessus, et à la fin de mon move, je refais un mouvement de 9. Donc du coup, on aura fait un mouvement de 18, techniquement comme une marche forcée, mais avec une phase de tir au milieu et un tir et fuite derrière, qui permet que s'il y a un tirailleur qui vient nous charger, bam, on rebalance une phase de tir, et on s'enfuit de notre dé de fuite. Autre rôle, ils sont très mobiles, peu chers, ils ont quand même une grande empreinte au sol, puisque c'est du 25-50. Ils peuvent aussi protéger très facilement vos unités qui sont fortes, mais extrêmement sensibles au tir, comme les squigs. Oui, ou aller écranter des frénétiques. Ou se mettre devant le magicien adverse pour l'empêcher de balancer ses projectiles magiques un peu partout. C'est ça. Moi, je les joue surtout aussi pour aller embêter les canons. Je vais me mettre devant les canons. Et vu que le canon ne peut pas faire de ligne de vue par-dessus mes loups, il va être obligé de tirer dans mes loups. Et ça va permettre, par exemple, à ma vouivre, à mes chars, à mes pavés d'orques noirs d'avancer tranquillement. Alors, vous pouvez aussi faire ça avec des gobelins sur araignées, mais la portée de projection sera moins grande. Mais après, encore une fois, c'est un autre style de jeu. Le gobelin sur araignée, pour moi, ça a plus être en jouant en masse avec de la lance de cavalerie ou de l'arc court et aller vraiment harceler des gros sendus. Vraiment, le gobelin sur araignée, ça a beaucoup plus être pour aller vraiment embêter de la grosse endurance. Du géant, des trucs comme ça, qui a pas nécessairement de grosse save. Vous pouvez booster avec un petit éclat de soleil maléfique, une relance des 1 à la touche, vous sortez plein de 6, vous avez plein de tireurs, ça peut être très 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 embêtant. Effectivement, ces unités qui peuvent être jouées, entre guillemets, par elles-mêmes, pour les rôles qu'on vous donne, c'est peut-être l'unité la plus versatile, enfin le pack d'unités, parce qu'on va clairement parler toujours des deux ensemble, c'est le pack d'unités le plus versatile, il vous permet de faire quasiment tout, il vous permet de disturb, donc de perturber tout le plan de jeu adverse, et surtout, ils ont une projection très très profonde dans le dispositif. Moi, je sais par exemple, une des différences de jeu que je vais avoir avec Raphaël, c'est que lui va avoir tendance à projeter très rapidement ses cavaliers pour écranter l'armée et à push très très dur derrière. Moi, j'ai un style de jeu par exemple qui est beaucoup plus élastique et j'ai tendance par exemple à souvent garder mes cavaliers, que ce soit croc de sabre, ogre ou mes cavaliers noirs en elfe noir, de souvent les garder en réserve et de les déclencher qu'à partir des tours 4, 5, 6, quand vraiment je commence à engager mes corps à corps et que je veux être sûr que ces unités à lui n'interviennent pas, dans les combats, ne viennent pas dans le combat amener leur puissance ou leur rang. C'est pas des types d'utilisation différents, c'est des timings différents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça dépend de l'liste, ça dépend de l'envie, ça dépend de plein de choses, mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'engager tous vos redirecteurs terrain. Ça, c'est un truc que j'ai vu souvent, que ce soit Warhammer V8, 9e âge ou encore The Old World, c'est que il y a beaucoup de joueurs ont tendance à penser qu'il faut engager les redirecteurs très vite. Le problème, c'est que si vous les engagez très très vite sans engager le reste de l'armée derrière, ils vont se faire laver T1, et une fois que vous commencez votre T2, en fait, vous n'avez plus de redirecteur, mais vous avez toujours 15, 16, 20 pouces à franchir. Et c'est là où vous pouvez avoir un vrai problème. Donc vraiment, voyez ces unités-là comme des couverts mobiles, comme pas des bunkers dans le sens positif de sens, c'est comme des obstacles mobiles que vous pouvez déclencher quasiment n'importe quand. C'est super, c'est des unités extraordinaires, et je rejoins Raphaël, qui en joue 3 avec ses orques et gobelins. Moi je joue toujours 3 packs de crocs de sable avec mes ogres, parce que ça peut vous permettre, même au tour 5, même au tour 6, d'aller bloquer la charge qui va vous prendre votre niveau 4, la charge qui va vous prendre votre PGB, d'aller rediriger ces 6 trolls armes lourdes qui viennent vers vous. Ça peut tout faire, mais là où vous allez vraiment pouvoir progresser en tant que joueur, c'est dans la maîtrise du timing. Après, le gobelin sur loup, par exemple, rien n'empêche de le balancer tour 1 à fond devant, se mettre quand même à une distance suffisante pour pouvoir couvrir une fuite éventuelle, déclencher des impétueux, des frénétiques, se mettre à des endroits où en fait ça va l'obliger à charger, c'est soit moi tu me charges, soit je te charge, et à la rigueur je passe à travers avec mon char le tour d'après. Donc ça peut mettre une sale ambiance, et c'est surtout qu'il faut que vous voyez à Old World que maintenant, quand une unité qui a fui s'est ralliée, elle a le droit de rebouger de son mouvement normal, elle n'a juste pas le droit de charger. Donc ce qui peut être intéressant
typiquement avec les mecs avec arc ou autres, c'est en fait, vous les faites fuir, du coup, de leur portée maximale pour vraiment les balancer derrière vos lignes. Si vous avez une infanterie, même des gobelins, parce qu'au final, il y aura une bulle de commandement que vous aurez respectée, donc vous aurez une relance, donc il y a vraiment très peu de chances que ça engendre des fuites. Vous les faites passer à travers vos gars si c'est des orques, là vous en avez littéralement rien à faire. Et en fait, vous les balancez derrière, et ensuite, quand lui va avancer avec ses redirecteurs, là vous allez pouvoir aussi venir l'embêter. Par exemple, tour 1, j'avance, je viens me mettre devant ta ligne, je fuis du coup de mes 3d6 de fuite, tu n'arrives pas à me rattraper, tu es obligé de rediriger, moi ça permet à ma ligne d'avoir une capacité de projection et d'aller te choper avec des chars, des vouivres, des orques, des sangliers, etc. Ça me permet d'aller engager et choisir mes combats, me dire tiens celui-là je veux pas qu'il se fasse, du coup il s'est avancé, je vais le contourner avec mon unité par la gauche ou par la droite, et ensuite je vais rebouger mes loups devant et lui refaire la même blague. Ça peut être très intéressant. C'est pour ça que la frénésie est très 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 punitive à Old World. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, et ça on peut le voir souvent, et il y a beaucoup de joueurs qui se font surprendre un peu bêtement, s'ils vont arriver en disant je vais te bloquer une de tes unités, et je vais t'agresser, avec ma cavalerie, ok, pas de problème. On est pendant mon tour, je déclenche une charge dans ces cavaliers gobelins. Le joueur me dit ha ha ha, j'avais prévu mon couloir de fuite. Ah, tu l'as pas vu venir, tu l'as celle-là. pas vu venir. Et le joueur se dit haha, j'avais tout prévu, j'ai mon couloir de fuite, patati patata, je vais fuir, pas de problème. Mais j'ai une unité qui est à gauche, tout à droite, j'ai une unité au centre, j'ai moi-même ma petite cavalerie légère. Et vous savez, il y a une règle dans le jeu qui dit quand une unité est en fuite et que vous la chargez, elle refuit une deuxième fois. Et là, elle refuit à l'opposé de sa nouvelle unité qui la charge. Ce qui fait qu'en fait, quand vous avez l'habitude d'avoir des flancs très agressifs, parce que là vous positionnez dès le T1 du géant, enfin je vais prendre en ogre, du yeti, du croc de sabre et autres. Ça sort. Ça sort. Pourquoi ça sort? Eh bien, tu te mets sur les flancs, t'es agressif, tu les as fait fuir, ils se barrent ici, tu ravances ici avec une charge, tu les fais sortir de table comme ça. Ah non, j'étais pas du tout dans ce sens-là, justement. Ah d'accord. Non, j'étais dans l'autre, c'est puisque moi je suis au centre, tu fuis, on va dire, parce que j'ai choisi ma bonne charge, ouais. Tu fuis, te retrouves au centre de table, avec mon unité latérale, je te pousse devant ton unité de cavalerie. Ah oui. Et là, moi combien de fois ça m'est arrivé en ogre, où le mec a fait tout son dispositif parce qu'il est en mode « Ah, je me positionne, ah, je suis devant toi, ah, ben je vais fuir ta charge, que je suis... Oh ben non, tu sais, je l'avais pas vu venir. Merde, t'as de la cavalerie légère, tu vas fuir, merde !» Sauf que j'avais anticipé ça un tour avant, je m'étais sur le flanc, et là je lui dis « Bah, je te pousse. » Oh bah, t'atterris devant tes 10 cavaliers, genre costaud, machin, avec 8 seigneurs à l'intérieur. Bah, t'as un tour dans le vent. Mais et puis c'est surtout que maintenant, les unités qui fuient, leur mouvement se fait après les charges, à votre tour. Donc, ils atterrissent devant. À mon tour, quand je veux déclarer ma charge, si j'ai pas l'escorteur de char ou quoi que ce soit, je peux pas passer... Enfin, si je suis pas un char... Pour bien décomposer la règle, c'est vous faites votre test de ralliement à la phase de débutant, à la phase de commandement, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière étape. Vous faites vos charges et autres, et c'est seulement après, quand on a vos mouvements et mouvements obligatoires, que là, l'unité, soit s'est ralliée, peut bouger, ou va fuir à ce moment-là. Par contre, une fois que tu t'es rallié, tu te reformes immédiatement. Absolument. Donc il y a une possibilité d'aller gratter pour laisser passer juste un petit chevauchement avec une roue et tout. Mais il y a aussi un monde où tu l'as pas prévu. Mais il y a aussi un monde où tu l'as pas du tout prévu, et c'est pour ça qu'en fait, le rapide sur cette unité-là va être sympa, parce que ça va vraiment permettre de doser la fuite. Je vois que, par exemple... J'ai fait un très gros mouvement, je suis en plein devant mon unité, ça me fait chier des rapides. Hop, et on en voit en plus. Ça peut permettre aussi de doser vraiment comment est-ce qu'on va bouger l'unité. Mais ça peut être très embêtant, donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment l'utilisation du laser, c'est vraiment un outil qui est très pratique, mais ça va vraiment vous permettre de voir à peu près où va atterrir l'unité une fois qu'elle aura amorcé sa fuite. Et une fois qu'elle aura amorcé sa fuite, c'est là que vous allez pouvoir voir aussi, quand vous allez vous rapprocher, tiens, je me mets à portée de charge de ça, il peut me déclarer une charge, je risque de finir là, je vais peut-être plus me décaler sur la droite pour pas aller embêter mon pavé qui doit venir en contre-charge le tour d'après. Parce que le double 1, il est carrément faisable aussi.
je dirais que la dernière chose dont il faut tenir compte, c'est le test de terreur. C'est l'ennemi absolu du redirecteur et de la cavalerie mobile. Oui, le test de terreur, c'est pour ça que les monstres grandes cibles vol terreur, ça, c'est très très vite très chiant. Ça peut être vraiment embêtant. C'est pour ça que bon, les auras de commandement, faut éviter non plus de partir trop en freestyle au niveau de la bulle de com et de ses loups. N'oubliez pas que vous avez que com à 6. À moins de jouer au moins 15 loups, vous allez, ou 10 loups, vous n'allez pas pouvoir monter au-dessus de comme 7, 8. Donc, et encore, c'est en payant le chef. Dans les rôles un petit peu alternatifs qui existent, alors je sais, ça c'est vraiment votre sensibilité, mais toujours ne vous fermez pas à un seul rôle. Ça peut vous faire une excellente petite escorte pour un magicien gobelin monté sur loup qui, avec la règle d'unité, verra 360 degrés. Et donc pourra blaster. Encore une fois, ça n'a pas forcément la meilleure tankiness du jeu, mais ça a la mobilité. Et l'armure, c'est toujours pareil. Si l'ennemi n'est pas à portée et ne peut pas vous cibler, ne pas avoir d'armure n'est pas forcément un problème. Bah, et puis moi, je les utilise beaucoup aussi, c'est pour les chaussons. Alors les chaussons, c'est indirect. J'utilise la règle qu'on ne peut pas cibler les personnages qui sont à 3 pas d'au moins 5 figurines et qui ne sont pas les plus proches. Du même type. Du même type. Et du coup, je les utilise pas mal pour ça. C'est pour balader le chaman gobelin sur loup. Et le chaman gobelin sur loup qui peut faire des urticaires ultimes à 360, des boules de feu, des regards vindicatifs, etc. C'est vachement pratique. Et vous pouvez faire par exemple ça, un combo intéressant que j'ai joué il n'y a pas longtemps, où je jouais justement une grosse unité, je crois que j'étais à 8 ou 10 loups, que j'avais joué en tirailleur. Je mettais un chaman gobelin sur loup qui est à côté, qui avait balancé un urticaire ultime et un éclat de soleil maléfique, donc relance D1 à la touche, plus 1 à la PA, et moins 1 D3 à l'endurance. Vu que j'avais de la chance, j'avais descendu un pavé de nain endurance 1. Ma phalange de 3 chars à loup est passée à travers les tirailleurs, a atterri dans l'unité et s'est retrouvé à blesser sur du 2+, avec une PA1. Et là, vous vous retrouvez quasiment avec l'impact d'un char lourd. Donc, le gobelin sur loup, en soi, déjà, est très bien, mais il faut vraiment viser la synergie qu'il va avoir avec le reste de vos unités. Qu'est-ce que je vais en faire avec, par exemple, un chaman, avec des chars? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est judicieux? Autre différence par rapport au gobelin sur araignée, le gobelin sur araignée n'a pas le tirailleur. Méfiez-vous de ça. Donc l'arc avec le tir à 360, ça va pas être possible sur le gobelin araignée. Après, on va pas se mentir, c'est pas les 5 arcs qu'on va... Non, mais tu en mets 10 par exemple, tu les mets en tirailleur, ça peut être vite chiant. 10 tirs empoisonnés, relance D1 à la touche. Moi, si j'en ai 10 dans une unité, je joue encore à corps. Hein. Ah oui, moi je les joue en lance aussi, mais parce que je suis comme ça. Mes gobelins sur loup, c'est pareil, je les joue presque toujours en lance et bouclier. Pareil. J'aime bien arriver de flanc, avoir une petite force 4 PR1, ça peut faire des trucs. L'autre fois, j'ai tué des chevaliers à pied comme ça. Dans les rôles aussi un petit peu, on va dire, alternatifs, forcément, là, je m'adresse pas au milieu compétitif, je m'adresse au milieu associatif et amical, je m'adresse aux joueurs de garage, hein, qui sont nos préférés, vous le savez. Les gobelins de la nuit, enfin les gobelins sur loup, vous pouvez aussi tout à fait les sortir par 10, par 12, par 14, avec un seigneur gobelin monté sur loup. Vous pouvez même vous faire un pack avec 3 personnages gobelins armes lourdes montés sur loup et 7-8 gobelins derrière. Ça peut paraître un peu kitsch, mais si vous n'êtes pas dans un milieu ultra compétitif, ultra patati patata, je dois gratter mes points millimètres près, vous pouvez franchement, vraiment vous faire des blagues, et votre adversaire régulier, vous savez, votre pote à qui vous jouez une fois tous les 2-3 mois, dans le garage, le mec que vous connaissez depuis 10 piges, avec qui vous sortez toujours les mêmes archétypes de liste, franchement, la semaine prochaine, vous arrivez avec, 8 cavaliers, un seigneur et un héros à armes lourdes, vous lui faites une petite unité de choc et vous faites un gros 18 sur son flanc. On fait quoi, nous? On est un appât? Un soutien? On fait diversion. Tu veux faire demi-tour pour les rabattre sur nos troupes? Non! On est bon! On les fracasse! C'est quelque chose qu'on vous dit toujours là à travers ces premiers épisodes, c'est toujours il faut jouer, et il n'y a rien qui ne remplacera jamais l'expérience de la table, je crois même que je vous l'ai dit il y a 2 heures d'ailleurs. La cavalerie légère est l'unité qui a le plus haut potentiel, à mon sens, d'impact sur la game, et c'est celle que vous allez mettre le plus de temps à maîtriser. C'est vraiment important que vous focalisez dessus, et autant vous pouvez essayer de vous faire des retextes, vous pouvez réfléchir à ce que vous avez fait, tout ça, concentrez-vous vraiment
sur l'utilisation de la cavalerie légère des redirecteurs. Donc j'inclus les grands aigles, les crocs de sabre, j'intègre voilà, toutes ces petites choses très mobiles dont Gozer avait parlé beaucoup sur la partie création de liste. Mais c'est vraiment, on va dire, sur le long terme, ce qui va vous permettre vraiment la plus haute montée en compétences, la plus haute montée en contrôle, en maîtrise, en sang-froid, parce que c'est des unités qui vont vous servir à tout. Alors oui, ils sont sensibles, oui, votre adversaire va tout faire pour les démonter T1, et il a raison, parce que votre adversaire, il est pas con, il sait que ça va l'emmerder. Il faut vraiment que vous concentriez là-dessus au maximum, c'est des unités qui sont importantes, et même si vous aimez pas faire des longs retex avec votre adversaire, vous aimez pas vous entendre dire que vous n'avez pas bien joué, vous devez, à mon sens, si vous deviez lui poser ne serait-ce qu'une seule question, demandez-lui ce qu'il a pensé de l'impact de votre cavalerie légère sur le champ de bataille. Demandez-lui si ça l'a perturbé, demandez-lui comment vous l'avez prévu. Et encore une fois, si vous vous dites « Oh, j'ai fait le mouvement extraordinaire, patati patata », et je vais prendre l'exemple que Raphaël vous a donné, oui, peut-être que vous avez bloqué 10 arquebusiers ou 10 arbatriers. Ah, c'est cool, voilà, vous avez pris 10 tirs de moins, bravo, c'est génial. Mais en fait, peut-être qu'il y a 2 canons orgues qui vous ont lavé vos trolls. Et votre adversaire va vous dire « Bah, c'est con, mais si tu m'avais push mes canons orgues, eh ben, j'aurais perdu une première phase. Et puis peut-être qu'avec tes deuxièmes unités, j'aurais reperdu du temps. » Bah, nous deux qui jouons ensemble, tu vois comment je joue mes crocs de sabre. Mes crocs de sabre, je les commit très peu, je les engage très peu, mais par contre, dès que je les engage, je peux prendre l'exemple, tu sais, de la première game qu'on a fait ensemble avec tes cavaliers orques, Oui. tu sais, avec le machin. Raf T1 il a avancé, T2 il s'est positionné, T3, T4, T5, il a pris les 3 unités. Non, T3 t'as pris les crocs de sabre, T4 je t'ai mis mes 2 crash plombs, T5 crocs de sabre, T6 crocs de sabre. Donc Raf il avait 9 sangliers costauds je crois, avec la bannière, bah il a pas fait un corps à corps. L'unité n'a jamais franchi le milieu de table. Et ça m'a coûté 200 points pour que sa plus grosse unité de choc rouleau compresseur n'ait jamais arrivé. Ouais. Bah après, non, j'avais les orques noirs, armes lourdes, mais oui. Non, pardon, celle qui me faisait le plus peur en termes de projection. C'est Oui, ça. oui, bien sûr. Mais oui, effectivement, le redirecteur, ça va être du trade. Ça va être vraiment, j'ai 50 points, combien de points en face, est-ce que je peux retenir, balader et tout ça. Et aussi, n'oubliez pas que en tirailleur, vous allez pouvoir vous faufiler un peu partout. Donc vous allez pouvoir aller chercher de la petite machine de guerre, des petits trucs comme ça. Et l'avantage, moi, c'est que j'aime bien un peu forcer l'adversaire à faire des choix et lui forcer la main dans son jeu. Moi, c'est mon style de jeu. Mais j'aime bien avancer mes loups, et c'est soit tu me charges, mais du coup, je viens t'impacter avec ce que j'ai choisi, et je choisis mes combats, soit c'est moi qui te charge, mais du coup, tu vas te retrouver à soit avoir ton pavé avec ton sorcier qui ne pourra pas balancer de tour, à avoir perdu une machine de guerre, à perdre toi-même tes redirecteurs, et du coup à laisser mon armée faire un peu ce qu'elle veut en somme derrière. Donc c'est vraiment une question de point de vue, c'est encore une question d'interprétation. Je pense que, pour le coup, selon votre équipement, vous adapterez et vous saurez bien le prendre en main, mais prenez-le en main, jouez-le. En conclusion de cet épisode, qui je pense sera encore une fois assez conséquent, je pense qu'on a essayé de prendre vraiment toutes les unités, de prendre beaucoup de rôles. Et alors oui, les orques noirs, vous les attendiez, mais vous ne les aurez pas, parce que les orques noirs, c'est une unité spéciale conditionnée à un passage en base qui n'arrivera pas toujours. Et encore une fois, sachant qu'on vous incite aussi beaucoup à tester des généraux orques communs, gob de la nuit, gob et tout, on y viendra volontairement sur les unités spéciales. Mais en tout cas, je vous redis ce qu'on vous a dit en ouverture. Vos unités d'orques, surtout quand vous jouez, enfin d'orques et de gobelins, mais quand vous jouez dans cette armée, vos unités de base sont magnifiques. Il y a tellement de choses à faire. Elles sont jamais mauvaises, jamais excellentes, mais jamais mauvaises. Elles vous apporteront toujours beaucoup de positifs, et vous avez une versatilité que beaucoup d'autres armées ne peuvent pas avoir. Alors, vous êtes l'armée avec le plus de versatilité, même clairement. Et même si vous ne jouez pas orques et gob, mais vous écoutez cette émission pour le plaisir, pour apprendre, pour essayer un petit peu d'ouvrir vos chakras à nouveaux horizons. Bon, vous avez un petit peu le seum parce que vous pouvez pas faire ça, même si, encore une fois, les rôles peuvent être transposés. Mais vraiment, les orques et gob, c'est magique pour ça. C'est vraiment l'unité qui a été vraiment... On sent que c'est une armée qui est aimée par Games Workshop, en fait. Ouais, et on peut vraiment tout faire avec plein de possibilités. Enfin, j'ai toujours des idées de liste qui me viennent, je teste des choses, et c'est inépuisable. C'est vraiment un vivier inépuisable. L'orque et gob, on peut techniquement ne jouer que de l'orque et gob, et jouer à toutes les phases de jeu, et à maîtriser le jeu, et c'est ça qui est bien. Contrairement à d'autres armées qui peuvent être peut-être un peu plus limitées, par exemple l'elfe noir, enfin sur un 2+, on a gagné, on a une reroll des 1. Putain, tu me fatigues.
Il y a vraiment une versatilité qu'on ne pourra pas avoir sur beaucoup d'autres armées. Et pour le coup, il n'y a vraiment aucun gameplay qui nous enferme. Là, par exemple, je commence à passer sur du gameplay de la machine de guerre, etc. Je commence tout juste à m'y mettre au bout de 200 parties. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais en tout cas, comme toujours, on espère que cette émission vous a plu, on espère que cette émission a été instructive. Vous nous avez fait beaucoup de commentaires à jeu, vous nous avez fait beaucoup de commentaires constructifs, vous avez corrigé sur des points de règle, surtout n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on progresse nous aussi, c'est comme ça qu'on continue à apprendre. En tout cas, écoutez, ça a été un plaisir de vous divertir, et on vous dit à très bientôt pour les unités spéciales de l'armée Ork et Goblin. À bientôt.